Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Adventory, OneTrust, Orange Advertising, Smile Wanted, avec pour partenaire média Redcard. Partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing et Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Communication de masse versus communication digitale, l'importance du message publicitaire. La communication de masse, utilisée depuis la fin du 19e siècle, permet d'envoyer un message publicitaire à un large public et a fait ses preuves. Avec l'arrivée d'Internet, une nouvelle manière de véhiculer un message a vu le jour, la communication digitale, qui permet de mieux cibler son audience et faciliter la mesure de la performance. Pourquoi opposer la communication de masse à la communication digitale ? Comment construire un message publicitaire et quel est le rôle de la data dans le processus? Y a-t-il une performance propre au message publicitaire et comment peut-on la mesurer? Pour en discuter, Carole Elouk de Adventory, Jérémy Derouet de Canal+, Alexis Leduc de Shopper Factory, Abizar Hakimbaye de Médecins sans frontières. Bonjour à tous, aujourd'hui on va remettre au centre du village un concept très important, à savoir le message publicitaire, qui est un concept qu'on a peut-être trop tendance à mettre de côté en voulant confronter la communication de masse versus la communication digitale depuis quelques années. Et tout l'enjeu aujourd'hui avec nos invités, c'est justement évoquer en quoi le message publicitaire est clé, en quoi ce message publicitaire ou la fabrication de ce message publicitaire a évolué également avec les techniques. Mais reprenons, l'élément que j'ai évoqué tout à l'heure, à savoir la dualité entre communication de masse et communication digitale. Donc cette première question pour toi, Carole, pourquoi opposer la communication de masse à la communication digitale ? Alors déjà, je ne les opposerai pas vraiment. Je ferai plutôt attention à les différencier. C'est vrai qu'on était habitué classiquement à dire que la com de masse est plutôt orientée branding et la com digitale plutôt perf. J'ai tendance à penser qu'en fait, le digital est devenu un média de masse. Son poids est là. Et depuis quelques années, la différenciation entre branding et performance est beaucoup plus tenue. On sait qu'on peut faire de la performance en assurant énormément de branding. On commence un peu à mettre un peu de flou dans les frontières. Pour moi, la différenciation, elle se fait plus en effet au niveau du message, où on va avoir sur le digital une intention qui va être qu'est-ce que je vais dire à mon internaute, à ma cible, alors que sur une communication de masse, on va être sur quelque chose de beaucoup plus descendant et qui va être pour la marque, en tout cas, qu'est-ce que je veux dire. Donc on n'est plus dans la même structure ni dans la même intention. Voilà. Merci Carole pour ta réponse. De ton point de vue, Alexis, pourquoi opposer la communication de masse à la communication digitale? Donc on a évoqué le branding et les performances par rapport, sur la base de ce que vient de dire Carole. Quel est ton avis? Alors selon moi, aujourd'hui, donc la communication de masse, tout ce qui est TV, presse, radio, ne doit plus être opposé justement à la communication digitale, surtout dans l'ère de l'expérience client, où aujourd'hui pour moi la communication de masse s'inspire réellement du digital, puisqu'aujourd'hui on cherche vraiment à essayer de personnaliser le message. Je vais prendre l'exemple de la télé programmatique qui est aux États-Unis, qui marche très très bien depuis quelques années déjà, et cette avancée en France qui est passée le 6 août 2020 grâce au décret qui était initié par Franck Riester, ancien ministre de la Culture, donc en fait qui autorise la publicité adressée en télé aujourd'hui. Donc on va commencer à pouvoir tout simplement délivrer un message de manière géolocalisée et donc personnifiée tout simplement, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir dire que le média de masse commence à s'inspirer du digital. On le voit également au cinéma. Au cinéma, beaucoup de publicités géolocalisées avec les artisans du coin qui poussent leur publicité sur grand écran. De plus, on peut également observer que la presse, selon moi,
tend à disparaître, puisqu'aujourd'hui, on peut, avec un abonnement simplement sur le digital, personnaliser également le contenu qu'on souhaite recevoir. Donc pour moi, en tant que nouvelle génération, tu dis que la presse tend à disparaître. Bien sûr. C'est pour ça. Tout à fait. En tout cas, ils apprécieront. En tout cas, merci Alexis pour ton point de vue. Alors, nous avons 2 annonceurs sur le plateau. En l'occurrence, nous avons Médecins sans frontières par l'intermédiaire d'Abizar et nous avons Canal+ par l'intermédiaire de Jérémy. Donc, Abizar, on va commencer par toi. Toi, en tant qu'annonceur, quel est ton avis sur cette opposition entre communication de masse et communication digitale? Oui, en fait, de mon côté, je ne les opposerai pas non plus. Pour moi, c'est complémentaire en fait, puisqu'on a constaté à plusieurs reprises qu'en mixant les deux, les performances de nos campagnes étaient meilleures. Ce que j'aime bien par contre dans la com digitale, c'est qu'on a la possibilité vraiment d'être réactif. C'est vraiment un atout de notre milieu, puisque en temps de crise par exemple, donc on peut lancer des campagnes très, très vite. C'est qu'on peut aussi suivre de nombreux indicateurs, ce qui nous permet d'adapter la créa au fur et à mesure de la campagne. On a aussi la possibilité de procéder à des ciblages très fins dans le but de maximiser le retour sur investissement. Et puis au final, c'est aussi quelque chose qui coûte moins cher. Donc voilà. Merci Abizar. Donc, ce que je note, c'est la notion de réactivité, donc belle complémentarité et le mix effectivement de ces 2 types de communication. De ton point de vue, Jérémy, chez Canal+, communication de masse, communication digitale, j'allais dire, et peut-être que je me trompe, communication de masse pour travailler sur l'offre de Canal, à travailler sur l'image de Canal, et puis la communication digitale pour avoir des abonnés. Est-ce que je me trompe ou c'est pas aussi simple que ça? Non, c'est pas aussi simple que ça. Effectivement, moi, je les opposerai pas non plus. Et je pense qu'on est tous d'accord, donc c'est plutôt un bon point. Je pense qu'historiquement, les opposer, pour une raison, dont ce que vous avez cité tout à l'heure, c'est la mesurabilité en fait, des différents leviers. Et c'est vrai que la différence entre une communication de masse, on va dire, levier branding, ont beaucoup plus de mal à être mesurés historiquement, même si effectivement c'est en train de changer. On arrive à mesurer quand même le trafic un peu, drive to web, etc. C'est des choses qu'on arrive à avoir, mais on ne sera jamais aussi proche de ce qu'on peut avoir par rapport à une communication dite digitale, vraiment sur de la personnalisation, sur l'avantage du digital, c'est que tout est mesuré ou à minima mesurable. Et donc, c'est ce qui fait vraiment la différence entre les 2 communications, je pense. Et encore une fois, les 2 mondes ne s'opposent pas. Et pour revenir sur votre question sur est-ce que Canal+ fait de la masse pour la notoriété et du digital pour de la conversion, si je raccourcis, c'est un peu ce que vous avez dit. Historiquement, c'était peut-être vrai. Pour le coup, moi, je suis arrivé chez Canal+ il y a 1 an et demi, donc je sais pas ce qui était le cas avant. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est plus du tout le cas. Même le branding, même justement ce que disait Carole tout à l'heure, change de plus en plus et de plus en plus digital. Nous, les budgets, justement, ont migré de plus en plus sur du digital aussi. Donc, on reste un annonceur offline, on reste un annonceur télé, etc. Mais les budgets sont quand même, malgré tout, refocusés aussi. Et aujourd'hui, 50% de nos investissements sont sur du digital, au global. Donc, c'est pas que la performance. Justement, moi, je suis en charge vraiment de la partie performance, mais c'est pas que la performance qui fait du digital, c'est également du branding. Alors justement, comme le thème de l'émission le dit, on veut opposer 2 types de communication de masse, communication digitale, mais l'importance en réalité c'est le message publicitaire, mais on vient de voir notamment avec la communication digitale qu'il est question de réactivité, de personnalisation. Donc la question que peut se poser un marketeur ou une marketeuse, c'est mais comment je construis mon message publicitaire? Et si à cela, justement dans le domaine, j'allais dire du digital, on rajoute le rôle de plus en plus important de la data dans le processus, la question est tout simplement comment construire un message publicitaire et effectivement cette fameuse data, comment elle rentre en ligne de compte dans ce fameux processus de création, de ton point de vue, Carole? C'est le cœur du sujet en fait, la data. C'est ce qu'on a vraiment sur le digital par rapport aux médias classiques, même si maintenant sur les médias classiques on commence à avoir de plus en plus d'indicateurs, tu l'as soulevé tout à l'heure. La différence fondamentale c'est la donnée. On va considérer qu'un message digital va nous faire basculer la communication, la publicité dans un espèce de dialogue. Si on a de la donnée, c'est qu'on a une réponse quelque part ou des signaux d'un interlope. Et donc, en face de ce signal-là,
qu'est-ce que la marque va pouvoir lui répondre. Donc je reviens sur mon qu'est-ce que je vais lui dire, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il vit, quelles sont ses habitudes, est-ce que c'est un consommateur régulier ou pas, est-ce qu'il est client, pas client, c'est tout un tas de signaux d'ailleurs, que le consommateur va nous envoyer et auquel la marque va répondre. Partant de là, autant de champs de possibles, beaucoup de choses à dire, et donc on va partir sur de la scénarisation. Donc on va créer des scénarios de communication digitale qui seront là pour répondre à la donnée. Sous les scénarios, on va mettre en place des arbres de décision. Parce qu'à un moment, il faut aussi arbitrer entre telle et telle donnée ou telle et telle situation. Donc les deux sont vraiment sous-tendus. Et vraiment, ce qui a fait changer le digital à la communication, ou en tout cas à la publicité en règle générale, c'est qu'on était, avant, on travaillait à la campagne. Ma campagne de Noël, ma campagne des soldes, ma campagne des fêtes des pères, etc. etc. Et en fait, quand on est sous une logique de scénarisation et d'arbre de décision, on passe sur de l'always-on campaign, donc en fait vraiment une créa complètement annuelle avec un achat média qui lui aussi est annuel, et seul le message vient rentrer en interférence avec la condition de l'internaute. Donc c'est pas une campagne pour un événement, mais c'est des événements dans une campagne, et donc là toute la construction du message se met en place. Donc c'est vraiment rentrer dans ce dialogue-là. C'est vraiment quel dialogue je mets en place. Merci Carole. De ton point de vue, Alexis, donc si j'ai bien compris, pas un message dans un événement, mais plutôt des événements dans un message, c'est ça ? Des événements dans une grande campagne annuelle. Dans une grande campagne annuelle. Qu'est-ce que ça t'inspire, Alexis, notamment pour justement construire son message publicitaire et effectivement la data qui joue un rôle de plus en plus important ? Selon moi, quoi de plus important que de se baser sur les habitudes de consommation des consommateurs aujourd'hui partout en magasin. On est capable de le faire et de nombreux acteurs le proposent aujourd'hui. Donc, exemple tout simple, hein, mais des acteurs qui sont répertoriés donc, sous un dernier article qu'a publié la MMA, sur lesquels on peut justement exploiter de la data, donc sur de l'extension d'audience, en fonction de la donnée transactionnelle. Et pour moi, c'est l'achat de toute façon qui va venir imposer son mot d'ordre en fin de campagne. C'est pas un taux de clic, un taux de visibilité, voilà, tous ces KPI rentrent en compte bien sûr, donc auxquels on va du coup adapter des créas bien sûr spécifiques avec des zones d'affluence, on va pouvoir modifier, donc il y a quand même une réelle importance dans la créa, mais en revanche la réelle mesure, et le point important, je dirais, sur cette question, c'est de réellement mesurer l'impact que ça a sur les ventes en magasin ou alors sur le net. Et c'est grâce à ça que justement la structure, comme disait Carole, de la scénarisation prend son sens. Et c'est en alliant message publicitaire adapté à la marque, donc pour l'adapter, bien sûr, il faut aujourd'hui démarcher de nombreux trading desks, de nombreuses agences pour pouvoir entamer une relation de confiance sur le fil rouge. Donc je rejoins aussi Carole là-dessus, pour pouvoir justement construire un message qui est adapté à cette cible et à cette cible data qui est transactionnelle, sur laquelle on verra un résultat et on pourra mesurer un lift en fin de campagne. Merci Alexis. Alors j'allais dire, on a eu le message et les conseils des techniciens de la publicité digitale. Du point de vue de l'annonceur et notamment chez Médecins sans frontières, pour toi à Bizarre, comment tu construis aujourd'hui ton message publicitaire ? Comment on t'accompagne dans cette construction du message publicitaire ? Et comment tu intègres justement cette notion d'observation on ne va pas parler de consommateurs, mais de donateurs potentiels pour Médecins sans frontières, en exploitant ce qui nous donne les résultats d'observation, c'est-à-dire la donnée, la data. Ouais. En fait, je rejoins totalement ce que Carole et Alexis disaient, mais il y a une particularité effectivement chez Médecins sans frontières, c'est que le message est essentiellement construit en fonction de l'actualité dans nos territoires d'intervention. Avec ça, on va aussi regarder les besoins en termes de fonds ce que l'on doit allouer au bénéfice des populations dans le besoin dans le monde. Une fois que ces choses-là sont posées, effectivement, on se base aussi sur la data, puisqu'on va pouvoir personnaliser notre créa par rapport au contenu que notre audience va consommer sur notre site internet, et aussi par rapport au profil de nos donateurs. Très bien.
De ton point de vue, cette fois-ci, Jérémy, là on a vu ce qu'il en était pour une association qui observe un certain nombre de comportements de donateurs potentiels. Qu'est-ce qu'il en est en ce qui concerne l'arrivée d'abonnés potentiels chez Canal ? Et comment tu construis ton message sur la base effectivement de l'ensemble des données que tu peux avoir sur ces ces potentiels abonnés ? Alors c'est vrai que c'est assez complexe. En fait, il n'y a pas qu'un message. Et justement, c'est comment on arrive à construire plusieurs messages à chaque cible. On a une particularité chez Canal+, c'est qu'on est un diffuseur multithématique. Et donc, naturellement, il y a des appétents sport, des appétents cinéma, des appétents séries, des appétents documentaires, peu importe. Et en fait, c'est comment on arrive à construire le message au regard de chaque champ d'appétence des différents clients potentiels ou même clients du parc. En fait, c'est comment on arrive aussi à leur raconter un message, leur raconter une histoire, y compris s'ils sont déjà abonnés. Parce qu'encore une fois, la lifetime value ne s'arrête pas ou le customer journey ne s'arrête pas à l'achat. C'est comment on entretient une pérennité un peu. Et donc, naturellement, tout se repose sur la data. Si je refais tout à l'heure le point avec la question précédente sur communication de masse, communication digitale ou communication, on va dire branding, communication à la performance, c'est aussi comment on construit le message en fonction des différentes interactions qu'il y a pu y avoir sur des supports précédents. Et donc, naturellement, on va vouloir travailler la notoriété, travailler la considération de la marque. Et une fois que les personnes sont engagés, considèrent notre marque parce qu'on les a vus qu'ils interagissaient avec les vidéos ou avec les formats display ou autres formats, c'est comment on arrive à leur travailler ensuite sur un autre message. Et c'est là vraiment tout. Ce qui est vraiment important, c'est capitalisons sur une logique d'audience et pas spécialement sur une logique où je fais une publicité pour faire de la performance ou que pour faire du branding. C'est vraiment cette construction d'audience qui est vraiment clé. Alors justement, tu parles d'audience versus performance, mais ma troisième question quand même revient à cette notion de performance, parce que quand on parle du digital, immanquablement, on va l'associer à de la performance. On parlera aussi de performance média. Mais il n'y a pas encore d'indicateur sur la performance du message, d'une certaine manière. D'où cette troisième question. Est-ce qu'il y a une performance propre au message ? Et surtout, la question, est-ce qu'on est en mesure, désolé pour la répétition, de la mesurer? Caroline. Oui, car grâce au digital et ce qu'on disait tout à l'heure, la capacité de mesurer, la création n'est plus un dogme. On n'est plus dans la stratégie du doigt levé en se disant tiens, ça peut marcher, même si tout ça est bien réfléchi et bien pensé, je ne remets pas ça du tout en doute. On sait aujourd'hui mesurer la performance créa par certains outils et avoir des enseignements très très précis. Les outils, on les pratique aussi ensemble. Ça va être des outils d'optimisation, c'est-à-dire on va générer des tests de multivariant testing où on va chercher à comprendre et à optimiser toutes les combinatoires d'une créa, changer les visuels de place, les messages, des combinatoires CTA message, des séquences. Est-ce qu'un CTA en début de frame est plus performant qu'à la fin, etc., etc. Donc tout un tas de variantes. Donc je ne parle pas bien de multivariance, on n'est pas sur de l'A/B test. Et donc là, l'objectif de ça, c'est optimiser les performances de la campagne qui est en cours de route, en live, puisque bien sûr tout ça est généré automatiquement. On a un deuxième outil qui, lui, est plus classique, qui vont être plus sur du test. On est habitué en publicité à faire du pré-test et des post-test. Là, avec le digital, on va faire du run-test, du live-test. C'est du test permanent. Voilà, constant. donc on a en plus maintenant de l'observation média qui est classique, qu'on observe tous depuis longtemps. On peut générer des études d'efficacité avec des panels connectés et consulter ce panel pour obtenir des informations sur leurs intentions d'achat, sur leurs réactions en live à la publicité à laquelle il a été exposé. Donc voilà, au moins déjà 2 outils de mesure pour obtenir quoi? 2 impacts sur la performance créa, une connaissance business et une connaissance créa. Donc évidemment la connaissance créa, enfin, les agences créa peuvent avoir un retour sur la qualité créative et leur production créa, puisqu'on va mesurer ça. Et donc là, on est plus sur des aspects de branding et de marque. Et côté business, on a aussi beaucoup d'enseignements sur des valeurs de marque et des USP. Sur quel USP de ma marque réagit le mieux. Tu peux rappeler ce que c'est qu'une USP? Unique Selling Proposition, en anglais dans le texte. Donc en fait, si je prends par exemple Nissan, avec qui on fait beaucoup ça,
Est-ce que c'est mes Jean Talus qui, dans la publicité, performent le mieux, enfin, dans l'ordre, est-ce que le consommateur est plus sensible à la présentation d'une Jean Talus que du navigateur de bord, par exemple, voilà, ou le toit ouvrant, enfin voilà. Donc, où va se placer la sensibilité sur la valeur de la marque et du produit. Donc vraiment des valeurs très très business. Dernière chose, c'est pas une perf, c'est un gain, en fait, une économie, puisque du coup tout ça on le met en place grâce au DCO, en fait, donc tout est automatisé, donc la créa est automatisée, donc on va gagner. Donc je rappelle DCO, Dynamic Creative Optimization. Voilà, et merci. Donc en fait on va gagner en gain de coûts créa, donc en fait on va réduire ces coûts-là, donc il y a un gain qui va être généré de ce côté-là, et on va aussi gagner en rapidité, en mise à jour, tu parlais d'agilité à Bizarre, en termes de mise à jour, etc., un gain en termes de temps qui n'a pas de prix, puisqu'on sait bien ça. Et donc là aussi, on est sur du gain. Voilà. Merci Carole. Donc, de ton point de vue, Alexis, on parle beaucoup de performance sur le digital, mais qu'en est-il de la performance propre au message? Et dans ces cas-là, toi, de ton observation chez Shopper Factory, comment tu le mesures? Aujourd'hui, la pertinence du message chez nous est vraiment liée tout simplement à l'émotion qui est retransmise sur le device. Pour le coup, aujourd'hui, grâce à des trackers assez simples, donc de visibilité par exemple, mais également d'autres événements, on peut tout simplement avoir un mapping des créas et savoir, grâce à des zones chaudes ou des zones plus froides, quel élément justement, que ce soit sur du display ou de la vidéo, a attiré l'attention de l'utilisateur de manière digitale. Donc, pour nous, c'est des choses qu'on pousse au quotidien pour justement essayer de créer ce turnover, voilà, de changer les mentalités sur le marché et essayer d'aller dans des KPI un petit peu plus précis que du clic, puisque on reste quand même avec beaucoup de misclics. Voilà. Quand je parlais de zone chaude, zone froide, l'interstitiel a une grosse zone chaude sur sa croix dans son corner. Donc pour le coup, voilà, tout ça c'est mesurable premièrement à même dans la créa. Et encore une fois, je reviens sur la partie transactionnelle qui joue un vrai rôle, puisque pour le coup, en exposant une cible précise, acheteuse d'un produit, et en lui poussant des pubs sur son produit, donc on sait qu'elle consomme ce produit, avec un message différent, donc un scénario vraiment organisé de manière différente, on arrive tout de suite à voir quel créa a généré le plus de leads en magasin. Donc à partir de ce moment-là, on sait et on commence justement à créer des recettes pour des marques, pour des enseignes, pour pouvoir leur proposer du contenu qualifié. Et c'est justement là où l'annonceur doit avoir confiance et doit entretenir justement cette relation de fil rouge pour se dire, d'accord, moi, mon partenaire, il me fait des recommandations parce qu'il sait où il va, il l'a déjà vu sur des concurrents ou même sur d'autres produits de même typologie. C'est justement là où on va réussir à avancer et on va réussir à mesurer vraiment le lead grâce justement à cette exposition, à des segments témoins où on va vraiment pouvoir prouver que le lift existe grâce au digital. Merci Alexis. Alors, à Bizarre, chez Médecins sans frontières, comment vous mesurez la performance du message ? Alors je voudrais déjà dire que chez MSF, cela fait aussi un certain temps qu'on ne parle plus de performance média. D'accord. Dans le sens où on arrive de mieux en mieux, de plus en plus à connaître le profil de nos donateurs. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de nous adresser aux audiences les plus enclines à faire un don, partout où elles vont consommer du contenu en fait. Par contre, effectivement, donc pour répondre à votre question, il y a vraiment donc des performances propres au message, puisqu'on a constaté qu'en faisant varier le visuel de notre créa, voire le call to action, ou alors l'accroche du message, on avait la possibilité d'influer sur les taux de clic, ce qui avait pour impact, in fine, de faire évoluer aussi les taux de conversion. Et donc ça, c'est vraiment important pour nous, quoi. Merci à Bizarre. Jérémy, côté Canal, comment on mesure la performance des messages, même si Canal est très réputé pour avoir des messages publicitaires très créatifs, très percutants, hein. Ouais. En même temps, c'est le milieu du divertissement. Alors comment on les mesure, ces performances des messages ? C'est le point clé, je pense, de notre discussion, c'est vraiment la mesure, on introduisait ça tout à l'heure. Et
et c'est un des gros chantiers qu'a porté le groupe Canal+, c'est surtout sur cette partie vraiment média, c'est de se dire on met quel KPI au regard de quel objectif, au regard de quel levier. Et c'est vrai qu'on a tendance de vouloir mesurer, on en parlait pareil tout à l'heure en introduction, la conversion finale. Mais le fait de, si on était trop focus conversion finale, je pense qu'il y aurait des décisions qui seraient prises qui ne seraient pas toujours rationnelles parce qu'on couperait justement certains leviers un peu plus haut de funnel qui sont là pour faire parler, faire de la notoriété, etc. Appétence vers la marque, etc. Appétence vers la marque, etc. Donc c'est vraiment structurant de se dire c'est quoi vraiment l'objectif de ma campagne et ensuite c'est qu'est-ce que j'active et ensuite comment je le mesure. Donc sur la performance c'est assez simple, on va dire effectivement c'est de la conversion. Sur du plus haut de funnel, ça se discute parce que encore une fois c'est plus qualitatif et donc c'est assez intéressant de dire quels sont les KPI qui vont être mesurés par les annonceurs. Naturellement sur tout ce qui est format, tout ce qui est campagne un petit peu plus haut de funnel, on va travailler sur des logiques de notoriété, des logiques d'ad-recall, de souvenirs publicitaires. Donc ça c'est vraiment important et c'est pour ça, je vous rejoins complètement ce que vous disiez tout à l'heure, cette logique de faire des brand lifts systématiquement, des conversion lifts systématiquement, c'est des choses qu'on a industrialisées chez Canal+, c'est de se dire, dès lors que je lance une campagne sur une approche 360, effectivement, je vais mettre un échantillon témoin, qui ne va pas spécialement soumis à la publicité, je vais mettre un échantillon A qui va avoir que des publicités branding et échantillon B qui vont avoir branding et performance et neutre qui vont avoir les deux. Et justement, c'est quoi le lift entre ces différentes audiences, ce qui nous permettra vraiment de mesurer l'apport soit en intention d'achat, soit en souvenirs publicitaires, etc., de mes campagnes. Après, on parle effectivement naturellement de la créa. Et c'est clé, souvent on parle beaucoup de performance média, alors qu'au final la créa est essentielle. Et justement, c'était une étude de Google qui a un peu d'années maintenant, mais je pense qu'elle est toujours d'actualité, si ce n'est encore plus d'actualité. C'est que 70% d'une performance d'une campagne réside dans la créa. Et souvent, on se focus trop sur les 30% restants. Et donc, c'est essentiel, c'est de se dire comment j'arrive à travailler sur ces 70%, comment je travaille effectivement avec des partenaires technologiques pour justement faire des tests multivariés, même monovariés, c'est des fois d'aller trop loin, et pour se dire c'est laquelle qui engage le plus, c'est laquelle quel est le format avec lequel mon consommateur ou mon prospect interagit le plus. Donc vraiment, c'est vraiment tous ces éléments-là qui sont clés pour vraiment avoir une bonne analyse à la fin, parce qu'encore une fois, on parlera aussi après d'attribution, de contribution des différents formats, mais bon, ça c'est une autre discussion. Qui aura lieu dans quelques instants, enfin dans quelques semaines, ici même. Alors, on en arrive à notre dernière question, qui est une question d'actualité en fait. C'est-à-dire qu'on a récemment, puisqu'on est en pleine crise sanitaire du Covid-19, on a récemment reproché aux marques d'avoir coupé les budgets publicitaires durant cette période que nous continuons à vivre, donc période de crise sanitaire Covid-19. Est-ce que, c'est une réponse, enfin une question pour tout le monde, mais principalement pour les annonceurs quand même. Mais est-ce que vous avez continué des actions de com ? Pourquoi vous les avez continuées et surtout, quelle a été votre conclusion de ces différentes expériences ? Ton observation côté technologie de ton côté, Carole ? Alors, elle ne va pas être tellement technologique, mais plus de ma perception personnelle. Donc, en tout cas, je remercie les annonceurs d'avoir continué à travailler pour qu'on puisse continuer aussi à travailler. La pub est toujours perçue comme étant un mal de société. Enfin, les gens aiment beaucoup ou détestent beaucoup, mais au final, dès qu'il y a un problème, on coupe les budgets publicitaires. Donc ça finit toujours là, publicitaire et marketing en règle générale. Donc il y a une décision là que je ne comprends pas toujours, parce que là, ce qu'on a vécu, en tout cas sur la période du confinement, quand beaucoup de marques ont décidé de couper les investissements publicitaires, et on a des preuves, le bump est tombé là récemment, donc ça a été effectivement mesuré pour le coup. et en fait, quand une marque coupe sa publicité, ou en tout cas sa relation à son client, elle coupe cette relation, purement et simplement, alors que ça fait des années et des années et des années qu'elle tente de la construire et qu'il y a des budgets qui sont investis. Donc en fait, plutôt que l'arbitrage se pose sur la question du budget, on aurait pu se poser la question sur le contenu du message. On s'est tous retrouvés confinés dans un état un peu
hyper bizarre, avec en face de nous la pyramide de Maslow. Donc là, on revient marketing 101. On commence à acheter de la farine, de l'eau. Exactement, donc basique, à satisfaire des besoins primaires physiologiques. Donc où est-ce que j'achète à manger? Est-ce que c'est ouvert, pas ouvert? Les marques ont arrêté de communiquer. Des besoins de sécurité, est-ce que je peux sortir dehors? Est-ce que le métro marche pas, etc. Pouf, coupé. Le besoin d'appartenance, on s'est retrouvé tout seul chez nous avec la télé. Et le fait que les marques coupent leur communication, on s'est senti encore plus seul que seul. Donc en fait, là, c'est plus de l'appartenance sociétale. Donc en fait, il y a eu cet effet en chaîne qui s'est mis derrière. Donc on aurait dû continuer à communiquer en ajustant le message. Et donc juste pour finir, donc, du coup ce qui s'est passé, comme il n'y a plus de communication officielle, publicitaire sur des canaux institutionnels, la télé, la presse, etc., le digital, qu'est-ce qui s'est mis en place? Le plus vieux moyen, le plus vieux médium de la publicité du monde, c'est-à-dire le bouche à oreille, nos voisins, nos amis, si, Casino est ouvert, vas-y, tiens, tel produit, tu peux le trouver là. Et c'est reparti comme ça. Donc on est vraiment reparti sur nos bases publicitaires à tous. Donc voilà, de mon point de vue, c'était vraiment transiger plus sur la qualité du message à apporter pour garder la relation entre la marque et son client et ses prospects, qui est juste, elle, essentielle en fait. Merci Carole. De ton point de vue, Alexis, sur justement les actions de com que tu as pu observer durant cette période de Covid-19, et qu'est-ce que tu en as conclu de cette observation? Pour le coup, moi je trouve qu'on peut vraiment pas reprocher aux marques d'avoir coupé leur budget. Dans un monde où justement les flux sociaux et financiers sont à l'arrêt, comment reprocher à des marques de sécuriser leurs investissements? Enfin, c'est une réaction qui est tout à fait humaine, donc pour le coup... Court-termiste. Court-termiste, bien sûr, on est d'accord. Mais Pardon. Pour le coup, en tout cas sur cette période, sur la période de confinement qui a été vraiment inédite pour tous les Français, selon moi, on ne peut pas le reprocher. Le plus important, c'est que, justement, pour revenir là-dessus, que les marques jouent le jeu derrière. C'est-à-dire que les marques se relancent par la suite et profitent justement de la sortie du Covid pour se dire d'accord, c'est maintenant qu'il faut que j'active mon client parce que c'est maintenant qu'il n'a pas reçu de publicité pendant cette période. Il faut que je le relance. Et c'est justement... donc, j'emploierais pas le terme coupé sur la période de diffusion du Covid, mais plutôt de mise en pause et justement de se dire voilà, j'ai mes partenaires de côté, je sais que ça va fonctionner et on relance la machine post-période justement un peu vide. Pour le coup, donc moi je travaille pour une société qui s'appelle Shopper Factory qui appartient au groupe Média Performance. Média Performance qui fait de la publicité en grande surface et donc du marketing mobile. C'est donc des solutions qui ont été en pause justement pendant toute cette période, puisque les produits de première nécessité n'ont vraiment pas eu besoin de communication. Les gens se sont rués sur de la farine, comme on disait tout à l'heure. Mais par contre, on a réussi justement à transformer ces budgets qui étaient à la base prévus pour du marketing physique en digital pour relancer l'activité par la suite. Et c'est justement là où on doit vraiment s'accorder avec l'annonceur pour trouver des alternatives. Exactement, dans notre relation de confiance, proposer des alternatives et essayer d'aller de l'avant justement face à une période très compliquée. Le but, je vais finir là-dessus, c'est vraiment de jouer le jeu de la relance. Tant que les annonceurs répondront présents, les techs le feront aussi et on réussira à avancer ensemble. Et pour moi, c'est le plus important. Merci Alexis. Abizar, de ton point de vue, les donations, est-ce que se sont arrêtées ? Ou est-ce qu'il a fallu profiter de cette période de pause où les gens ont été parfois en introspection et donc ça peut paraître bizarre ce que je veux dire, mais il y a eu beaucoup de gens qui sont interrogés sur le sens de la vie d'une certaine manière, comment ils pouvaient être des acteurs dans la société et sans doute que Médecins sans frontières a entre guillemets, c'est pas le bon mot, mais en tout cas à utiliser cette période-là pour peut-être relancer une communication. Comment ça s'est passé pour vous pendant cette période ? Effectivement, alors Médecins sans frontières répondait à cette crise on y répond encore aujourd'hui. Donc
ce qu'on fait en fait, quand la crise s'est déclarée, on a juste réorienté nos investissements pour prendre la parole sur ce sujet. Ce que disait un peu Alexis tout à l'heure en disant qu'il fallait trouver des alternatives. Exactement. Il faut savoir quand même une chose, c'est que Médecins sans frontières est une association urgentiste. L'urgence, c'est notre métier, c'est notre quotidien. La plupart du temps, quand on prend la parole sur nos sujets, on va qualifier ces sujets-là de crise, d'urgence silencieuse, tout simplement puisque personne ne parle, ça ne fait pas écho dans l'actualité. Et la différence en fait avec le Covid, en fait, c'était que c'était une info qui était omniprésente en fait dans l'actualité locale, nationale, internationale. Et donc, il est beaucoup plus facile de mobiliser les soutiens. Voilà. D'accord. Merci Abizar. Le mot de la fin pour toi, Jérémy. Canal. On va dire que c'était presque une aubaine. Et d'ailleurs, il y a une très bonne communication, si je puis me permettre, en termes de vitrine. Hein, puisque si je me souviens bien, l'accès à Canal était gratuit pendant un certain temps. C'est ça. Ce qui a fait grincer des dents de pas mal d'autres chaînes généralistes. Hein. Je m'en rappelle. On a même demandé à Disney de repousser son lancement d'ailleurs. Voilà. Donc, je te laisse nous expliquer comment tu as continuer tes actions de com pendant cette période de confinement, on va être très précis. Pourquoi, quelle a été la stratégie et quelle en est la conclusion au final? Ouais. Tu l'as dit, hein, effectivement, on n'a pas arrêté de communiquer, on a adapté, naturellement, on a rationalisé nos prises de parole, mais on n'a pas arrêté. On pensait que c'était une mauvaise choix, effectivement, de tout couper. Plusieurs raisons à ça. Le premier, c'est effectivement le sport. Pour le coup, on a un de nos gros piliers qui est le sport. C'est gelé, à arrêter, mais on a d'autres piliers chez Canal+. Je disais tout à l'heure, on a les cinémas, on a les séries, on a plein d'autres choses à raconter, et je pense qu'en plus les Français avaient besoin de divertissement à cette période-là, et c'était aussi notre rôle de faire savoir qu'il y avait tout ce contenu-là qui était disponible sur Canal+. Et disponible pas spécialement qu'en payant. C'est vrai qu'effectivement, on a voulu aussi, et c'était une décision forte, de se dire, on offre Canal+. Canal+ était en clair pendant une bonne partie du début du confinement, parce que c'était aussi, voilà, c'était un choix d'accompagner les Français dans cette période un peu plus compliquée. Et vous l'avez dit aussi à juste titre, il y a toute la partie produits qui arrivent, parce que naturellement tout ne s'est pas gelé, même si c'était décalé. Effectivement, Disney+ a été un petit peu décalé de quelques jours. Et donc on a dû quand même naturellement adapter nos prises de parole. On n'avait pas laissé ce lancement non plus sans communiquer, parce qu'en plus c'était un produit qui est fortement attendu. Il fallait faire savoir aussi que c'était disponible chez Canal+, et avec Canal+. Donc on a naturellement pris la parole sur ce lancement-là. Donc pas sans mal, parce qu'effectivement on a tout décalé du jour au lendemain, parce que effectivement le lancement a été décalé, mais en tout cas on est content d'avoir continué à prendre la parole parce qu'il fallait le faire. Et quand on regarde les KPI, encore une fois, les KPI pour boucler la boucle, restent très bons sur des KPI d'audience, sur des KPI de performance, d'engagement, de considération. Donc c'était assez clé et je pense qu'on a bien fait de le faire. Donc pour résumer ce qu'on vient de se dire, puisque nous arrivons à la fin de cette émission, c'est que le principal indicateur de performance clé, c'est le message, que ce soit en communication de masse, que ce soit en communication digitale. Et c'est vrai qu'il y a un mot qu'on a également utilisé, c'est le mot émotion. Et c'est également ce qui véhicule, en tout cas, tous ces débats sur comment construire des messages publicitaires qui soient percutants, qui arrivent à un objectif de conversion à la fin, mais en tous les cas, qui fassent que les consommateurs se sentent concernés. En tout cas, on a été très concernés par votre prise de parole. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet qui est l'importance du message en communication de masse ou communication digitale. Merci à vous et à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Ainsi s'achève ce débat autour de la communication de masse versus la communication digitale et surtout l'importance du message publicitaire. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Confronter communication de masse et communication digitale n'est plus d'actualité. Elles sont désormais toutes les deux en quête de réactivité de la part des consommateurs. 2. 70% d'une performance de campagne réside dans la création du message publicitaire.
Enfin, 3, la data est au cœur du sujet du message publicitaire. Elle est le principal levier d'information sur les attentes des consommateurs. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Adventory, OneTrust, Orange Advertising, Smile Wanted pour leur soutien. Merci à notre partenaire média également, Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing et Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.